Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire avec le défi et Creative Valley. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons pour un nouvel événement en votre compagnie. Comme vous le savez, durant ce rendez-vous, voilà, nous mettons en avant des problématiques du secteur de l'habillement liées au digital et nous y répondons en compagnie d'un expert, d'une entreprise innovante, d'une marque qui a été confronté à cette problématique. Donc, c'est un échange qui sera animé par Yann Gozlan. Bonjour Yann. Euh, Yann, Bonjour à tous. bonsoir. Bonjour Yann, donc du coup président de Creative Valley, accélérateur et incubateur de projets tournés vers le digital et l'innovation. Donc Creative Valley est en charge du programme d'incubation Fashion Tech ADN, à Station F. Partenaire du prix de l'Andam pour la catégorie innovation et animateur du programme de formation à la transformation digitale, Digital at Mode, pensé par le défi en collaboration avec les fédérations de l'habillement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Diane Wanji. Bonjour Diane. Bonjour à tous. Diane, experte en cybersécurité et sur le RGPD, Règlement général de la protection des données, avec qui nous allons échanger et réfléchir aux solutions existantes contre les cyberattaques. Quelle démarche adopter pour protéger mon organisation? Il faut savoir que depuis la pandémie, la cybersécurité est devenue un grand enjeu du présent, mais également un enjeu pour le futur de nos industries et de nos commerces. Nous avons avec nous également Élise Desrues du défi. Bonjour Élise. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Élise, est-ce que tu peux vite fait nous refaire une présentation de ce qu'est le défi? Oui, alors le défi, c'est la plateforme de financement et de développement de l'habillement en France. Nous avons lancé le programme Digital Mode avec Creative Valley et les fédérations l'année dernière. Il a déjà accueilli une cinquantaine d'entreprises qui ont pu être formées sur les fondamentaux de la transformation digitale après une analyse de leur maturité. Et en parallèle de cette formation, nous faisons des webinaires comme celui d'aujourd'hui qui sont ouverts à tous. Aujourd'hui, nous allons lancer la saison 3, enfin pour être précis, mi-avril. On est en train de finaliser le recrutement, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Élise. Tout en sachant qu'à la fin, il y aura toujours toutes les informations, toutes les coordonnées pour vous renseigner sur le programme. Voilà, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si jamais vous êtes intéressé. Avant de commencer l'échange, je vais introduire le sujet pour mieux comprendre les enjeux et le contexte. Bien évidemment, la cybercriminalité est malheureusement un phénomène qui est de plus en plus courant, hein, surtout depuis la pandémie. Le commerce de détail est le deuxième secteur à être le plus visé par des attaques de ransomware, selon le rapport 2021 du VMware sur l'état des menaces en France. 44% des retailers dans le monde ont été touchés par un ransomware l'année dernière, selon Fomos. Euh, donc, Aujourd'hui, ces cyberattaques, comment elles se manifestent? Il y a différents types d'attaques. Donc, bien évidemment, les malwares, tout ce qui va être virus, vers, cheval de Troie. Ça peut être également l'usurpation d'identité et les autres activités frauduleuses, le harcèlement en ligne, tout ce qui va concerner également le cryptojacking, donc en fait, utiliser votre appareil pour tout simplement voler la crypto-monnaie qui est de plus en plus courante, qui est de plus en plus courant en ce moment. Le cyberracket et enfin le cyberespionnage. Donc généralement, quels sont, je dirais, comment, je dirais, les hackers hackent votre système? Tout simplement via les objets connectés, tout ce qui peut être les réseaux, le Wi-Fi, via les pare-feux, mais également via vos serveurs. Donc, ce qui fait que
voilà, quand vous vous retrouvez face à une attaque, si l'un de vos objets est attaqué, il faut vraiment faire en sorte que vos autres objets qui ne sont pas encore attaqués soient protégés, tout simplement. Donc, c'est un phénomène qui, bien évidemment, va toucher les particuliers. Dans un contexte de conflit, va également toucher les gouvernements et les institutions, mais au final, ce sont les TPE, les PME et les ETI qui sont les plus vulnérables. Donc, en 2020, au moment de la pandémie, 34% des TPE-PME ont été victimes d'une attaque de ransomware, et c'est un chiffre qui a augmenté, qui est passé à 52% en 2021. Ce qui va justement correspondre un peu, ce qui va la cause principale, je dirais, de cette augmentation des attaques, selon 96% des répondants, c'est tout simplement le recours au télétravail, le fait que les entreprises n'ont pas été forcément préparées justement au télétravail. Pourquoi? Parce que du coup, les travailleurs se connectent le plus souvent soit sur un réseau public, soit via leur Wi-Fi, donc ce qui font que, au final, toutes les données, toute leur protection et toutes les données, je dirais, sur lesquelles elles travaillent, sont beaucoup plus vulnérables pour le coup, aux attaques. On va essayer quand même de refaire un petit focus sur le retail, hein, bien évidemment, dans le cadre de notre programme Digital at Mode. Donc, au final, quelle est la motivation principale des attaquants? Elle est à 99% financière pour le secteur du retail, 1% au niveau de l'espionnage. Et au final, la cause de leur vulnérabilité, les brèches, c'est tout simplement déjà la réussite d'une intrusion dans un système qui n'est pas suffisamment sécurisé, déjà d'une part. Ça peut être également ce qu'on appelle le piratage psychologique. Donc, en fait, ce n'est pas une attaque qui va être technologique, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'exploiter les faiblesses. Donc, on va demander, je dirais, à notre victime de communiquer des informations sensibles, ou alors l'inciter à installer un logiciel qui, sans le savoir, est en réalité un logiciel qui est malveillant. Ce peut être également via une attaque de l'application web. Et concernant le retail, les données qui sont principalement compromises, du coup, ce sont des données de paiement à 42%, des données personnelles concernant un client, et enfin tout ce qui va être identifiant de connexion. Donc tout ça selon le rapport Verizon. Concernant toutes nos sources, vous les retrouverez bien évidemment à la fin de notre diaporama. Je vous invite durant cet échange à utiliser le chat pour poser vos questions à Yann et à Diane. Et puis, durant cet échange, voilà, nous tenterons d'y répondre. Écoutez, Yann, Diane, je vous laisse reprendre la main. Merci. Et puis, du coup, bon webinaire. Un grand merci, Thibaut. J'ai gardé un peu la parole de 3 minutes pour vous donner un premier feedback. Et déjà, commencer par vous féliciter. Parce que vous savez, parler de cybersécurité, c'est comme aller chez le médecin, bon, on se dit toujours, ou aller chez le dentiste. On se dit toujours, je pourrais faire ça un peu plus tard. Mais comme vous l'avez vu aujourd'hui, vous êtes à peu près sûr que dans les 2 ans, vous allez avoir une cyberattaque. Donc, c'est pas là. Il vaut mieux ne pas mettre la tête dans le sable, et plutôt de regarder le sujet en face et de voir comment l'adresser. Après, le deuxième aspect, c'est dans 95% des cas, ce n'est pas non plus la fin des haricots. Et comme on va vous en parler avec Diane, c'est assez facile de se mettre à l'abri. Donc, c'est aussi un peu ça l'objectif de ce séminaire. C'est de vous présenter notre expérience partagée, la mienne et celle de Diane. On va raconter un peu aussi ce qu'on a déjà fait ensemble par le passé, et voir un peu de manière assez pratique en partant de cas d'usage, comment ça se passe dans la vraie vie, et deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être à l'abri. Donc, c'est un petit peu ça la logique et l'objectif de ce workshop-là. Et deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la plupart des cas, et on le verra, il s'agit aussi tout simplement de garder son sang-froid. Ça veut dire de se dire, je suis en situation de hacking, où il y a un truc qui est en train de se passer, mais ce n'est pas non plus la fin des haricots. Et si je prends ça avec sérénité, avec calme, et si j'ai déjà des éléments de checklist ou de méthodo pour agir de la bonne manière, une grosse partie du boulot est fait. Dernièrement, ce qu'il faut savoir aussi,
c'est que si vous avez fait un travail de sauvegarde de vos données propres, là aussi, vous vous mettez quand même pas mal à l'abri. Donc, c'est comme souvent, hein, c'est si vous mettez votre ceinture de sécurité avant d'aller sur l'autoroute, eh ben, vous avez quand même moins de chances d'avoir un accident grave. Et si en plus vous respectez la vitesse limite, c'est pareil, vous avez moins de chances de vous prendre un poteau. Donc, c'est un petit peu ça le contexte. Je te passe la parole, Diane. Oui, merci. Donc, effectivement, je confirme, je sais que quand on parle de cyberattaque, tout de suite, ça fait peur. Récemment, j'ai animé une session d'information à destination des personnes qui ne sont pas des professionnels du domaine et toute l'actualité autour de la cybercriminalité liée au conflit qui se passe actuellement en Europe de l'Est, ça a exacerbé les tensions, les crispations, les peurs et chacun se demande, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et comme le dit Yann, il y a des choses basiques qu'on fait tout le temps qui permettent de se protéger. Et cyberattaque, ça ne veut pas forcément dire c'est une catastrophe. Cyberattaque, il y en a quasiment tous les jours dans le domaine. Quand on est dans le domaine, on en voit tous les jours. La vraie question, c'est est-ce que ça a réussi? Et si ça a réussi, est-ce qu'on a réussi à limiter les dégâts? Si vous avez votre ceinture, si vous respectez la limitation de vitesse, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un ne le fasse pas et vous rentre dedans sur l'autoroute. Mais si vous avez la ceinture, si vous avez une voiture qui a bien passé son contrôle technique, etc., vous avez moins de chances d'avoir un accident grave. Pareil, si vous circulez à vélo, vous n'êtes pas à l'abri qu'un conducteur un peu indélicat vous fasse une queue de poisson ou vous rentre dedans. Mais si vous avez votre casque, si vous avez pris vos précautions, l'accident ne sera pas si grave que ça. Donc, c'est tout ça qu'on garde toujours à l'esprit quand on parle de cybersécurité. Et c'est aussi pour cela que le titre du webinaire, c'était gérer les risques. Parce que finalement, ce n'est pas essayer de tout faire d'un coup, c'est vraiment faire ce qui est indispensable pour votre entreprise. Et je vais me présenter aussi avant de rentrer dans le vif du sujet, pour vous montrer aussi que ce n'est pas forcément quelque chose qui est purement technologique, parce que moi, j'ai un parcours qui est relativement classique pour une personne qui travaille dans le domaine de la cybersécurité. J'ai été passionnée de maths quand j'étais au lycée. Je ne voulais faire que des maths, ce n'était que ça qui m'intéressait. Donc, sortie de là, euh, classe prépa et puis école d'ingénieur. Et ensuite, c'est OK, si je veux continuer dans les maths, vers quoi je peux aller? Et puis, la cybersécurité commençait à devenir un sujet très intéressant et très passionnant à ce moment-là. Et donc, j'ai embrayé dans le domaine de la cybersécurité. Mais pour vous dire, les réseaux, ce n'est pas mon truc. Configurer un firewall ou faire ce genre de choses, moi, je dis non parce que je ne sais pas faire et je n'ai pas envie d'apprendre. Donc, ça, ce n'est pas mon job. Et je ne vous dirai certainement pas que pour renforcer votre sécurité, il faut que vous ayez le meilleur firewall au monde. Donc, non, ça, c'est pas… Il y a vraiment des tas d'autres choses qu'on peut faire pour traiter le sujet. Et donc, la première question, ça va être de quoi on parle. Et pour vous expliquer de quoi on parle, je vais vous donner des exemples de cyberattaques pour le coup réussies dont dont certains de mes clients ont été victimes. Le premier cas, ça concerne le sous-traitant d'un de mes clients. Donc, c'est un client qui est dans le retail et comme beaucoup d'entreprises dans le retail, il fait appel à un sous-traitant pour avoir un call center, pour pouvoir utiliser des systèmes de chat et d'appel pour pouvoir dialoguer avec ses propres clients, pour pouvoir rendre des services. Donc, les commerciaux utilisent régulièrement ce système-là pour appeler les clients. Sauf qu'un matin, ils arrivent, le système ne fonctionne plus très bien. Ils appellent le sous-traitant pour savoir ce qui se passe. Le sous-traitant leur dit, on a des problèmes de production, on va vous recontacter, mais rien de grave, ça va aller, etc. Et ça, quand je dis J0, c'est fin de semaine, c'est le vendredi. Le week-end passe, le lundi, tout le monde revient, mais les problèmes de production continuent. Et là, ils disent, ah, c'est une attaque DDoS. Donc, une attaque DDoS, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lance une cyberattaque et l'objectif, c'est de juste rendre le service indisponible. Vous voyez les fameuses pages qu'on a souvent sur certains sites web quand on essaie de se connecter, qui vous disent le site est indisponible. C'est parfois parce qu'il y a eu une cyberattaque pour justement que le site web ne soit plus disponible. Donc, ça, c'est l'information que nous avons. Sauf que la responsable commerciale nous dit, mais elle n'arrive pas à avoir d'informations de la part du sous-traitant. Elle a beau relancer, on lui dit, il faut attendre, il faut attendre. Et là, en discutant en interne, on se dit, OK, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe chez le sous-traitant.
On sait que ça a démarré fin de semaine dernière. Bon, n'ayant pas d'informations, ne sachant pas ce qui se passe, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire basculer tout le monde sur le système de secours et on va leur dire d'arrêter d'utiliser les services du sous-traitant, même ceux qui sont disponibles. Et on va couper toutes les connexions qu'on peut avoir avec ce sous-traitant jusqu'à ce qu'il nous donne des informations. C'est un peu comme si vous êtes dans un immeuble et vous avez un détecteur de fumée qui se déclenche dans un appartement, mais le propriétaire de l'appartement vous dit toujours non, non, c'est rien de grave, vous inquiétez pas, mais vous entendez l'alarme qui sonne. Donc vous dites toujours non, non, rien de grave. Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez toutes les portes coupe-feu jusqu'à ce que vous sachiez ce qui se passe. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. On a fermé toutes les portes coupe-feu en attendant de savoir ce qui se passe. J'avance rapidement. Il nous dit finalement le lendemain que bon, tout est sous contrôle, etc. Nous, on vérifie qu'il n'y a eu rien de bizarre qui s'est passé dans l'entreprise. On s'est dit, OK, il n'y a eu rien de bizarre. Il nous dit que tout est sous contrôle. On va pouvoir ouvrir. Les informations qu'il nous donne sont à peu près cohérentes. Sauf que 15 jours plus tard, on reçoit une communication de ce sous-traitant qui nous explique qu'ils avaient été en fait victimes d'une attaque par ransomware. Et là, on s'est dit, OK, heureusement qu'on avait fermé nos portes coupe-feu parce que vu qu'on reçoit des mails de leur part et vu qu'il y a des interconnexions, on aurait très bien pu être une victime collatérale de cette attaque-là. Et responsable commercial qui est très agacée parce qu'elle dit, j'ai demandé des informations à plusieurs reprises, jamais ils ne m'ont dit que c'était ça, jamais ils ne nous ont communiqué l'information, donc on était totalement démunis. Si je reprends l'analogie de l'incendie, c'est comme si vous avez une personne donc, qui a ce détecteur de fumée qui commence à sonner, qui vous dit tout le temps non, c'est rien, mais en fait, il y a le feu qui est en train de se propager dans tout l'appartement et il est en train de lutter contre le feu pour l'éteindre, mais il ne vous dit rien pour que vous puissiez évacuer le bâtiment et vous mettre à l'abri. Donc, vous êtes dans le bâtiment avec lui. Lui, il sait très bien que potentiellement c'est grave, mais il ne vous dit rien. Donc, ça a beaucoup énervé les responsables commerciaux et nous avons demandé une réunion que nous avons obtenue avec ce sous-traitant et c'est là qu'on s'aperçoit en fait que les cybercriminels étaient dans leur système d'information depuis fin décembre et ils ont attendu un mois avant de déclencher l'attaque par ransomware et quand ils ont été bloqués par l'attaque par ransomware, mais ils s'en sont pris au site web pour se venger. Et la morale de l'histoire et ce qu'on s'est dit donc avec la responsable commerciale, c'est que désormais, dans tous les échanges, dans tous les points mensuels qu'ils auront avec ce sous-traitant-là, on va rajouter le sujet cybersécurité pour poser la question explicitement. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez nous dire pour éviter de se retrouver encore dans la situation où il y a quelque chose qui se passe chez le sous-traitant, mais il ne nous informe pas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez besoin de précision sur cet exemple-là. Le second dont je voudrais parler, je vais un peu crescendo, hein, parce que celui-là, il n'a pas eu beaucoup de conséquences parce qu'on avait tout coupé à temps. Oui. Je viens de juste rebondir. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que le sujet, c'est que ce qui ressort dans ce point, c'est que comme il y a une chaîne d'information et que vous êtes souvent lié à vos sous-traitants, il faut avoir en tête que c'est important de pouvoir identifier les attaques qui vont être faites dans quelqu'un qui est dans la même chaîne de valeur que vous. Donc, en fait, souvent, vous n'êtes pas vous-même attaqué parce que voilà, soit vous avez du bol, soit vous êtes de votre côté plutôt safe, mais ça peut être quelqu'un qui est nécessaire pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est assez important de pouvoir identifier ou aider l'un de vos partenaires à identifier quand il y a un petit bug ou un petit risque chez lui. Voilà, c'est ça que je voulais juste donner en feedback à ce qu'a présenté Diane. Et comme dit, n'hésitez pas à nous poser nos questions parce que notre objectif, c'est d'interagir pas mal avec vous, pour répondre à vos questions pratiques. Je te rends la parole, Diane. Oui, et c'est très vrai. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, on n'est plus tout seul. On n'est plus dans un écosystème qui est complètement fermé. On travaille avec des partenaires, on travaille avec des clients. Donc, on est quelque part obligé de savoir ce qui se passe chez eux pour pouvoir se protéger. Donc, je vous ai donné l'exemple d'un cas, c'était le sous-traitant. Là, je vais vous donner un cas où c'est le client qui a eu un problème. Il y a un compte d'un utilisateur chez le client qui s'est fait pirater. Le client ne s'en est même pas rendu compte. Et le pirate a commencé à envoyer des mails de phishing un peu partout. Et donc, des personnes chez mon client recevaient ça. Mais le phishing, c'est un peu les mails que vous recevez. Vous avez déjà tous dû recevoir où on vous explique que votre compte Netflix a été bloqué parce que le paiement n'est pas passé. Merci de cliquer sur le lien
pour refaire le paiement. C'est ce type de mail-là pour vous leurrer et vous inciter à fournir des informations, des coordonnées bancaires, des coordonnées de cartes bancaires, vous inciter à installer des logiciels qui vont permettre ensuite de pirater votre système d'information ou votre ordinateur, ou vous inciter à payer quelque chose alors que en temps normal, vous ne l'auriez pas fait. Donc, ce compte est piraté, l'utilisateur commence à envoyer des mails de phishing aux collaborateurs de mon client. Donc, il y a une première personne qui reçoit le mail. Le mail vient d'une personne avec laquelle il a l'habitude de travailler, donc il ne se méfie pas. Il ouvre le mail, il voit les informations et il clique sur un lien. On lui demande ses identifiants, login, mot de passe, il les saisit. Et c'est après qu'il se dit, tiens, c'est quand même bizarre que mon client me demande de fournir mon login, mon mot de passe. Et là, il contacte le support informatique et on bloque tout, bien sûr, parce que puisqu'il a tout saisi et qu'on est dans le monde digital et que maintenant on peut se connecter sur son compte depuis un peu partout, on est obligé de bloquer son compte. Et en regardant, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs collaborateurs qui ont reçu le même mail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On contacte le client en lui disant vous avez un nouveau collaborateur qui nous envoie ce type de mail. Est-ce que le compte a été compromis ou pas? Et là, il nous dit oui. Et là, on nous demande OK, donc ce compte a été compromis. Est-ce que vous avez d'autres comptes qui ont été compromis? Est-ce que vous avez vérifié ça? Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que tout est sous contrôle? Et qu'est-ce que vous avez fait pour éviter qu'on ne reçoive à nouveau ce type de mail-là? Et pour vous redonner le contexte de pourquoi on est allé jusque-là, c'est aussi parce que fin d'année dernière, IKEA a eu tout son système qui a été compromis et les pirates étaient dans le système de messagerie et envoyaient des mails de phishing aux clients. Sauf que comme IKEA, c'était un gros client de cette entreprise, on ne pouvait pas bloquer les mails puisqu'il y avait du business qui se passait. Donc, la seule solution qu'il y avait, c'était de dire aux collaborateurs d'être extrêmement vigilants quand ils reçoivent un mail d'IKEA. Donc, on se retrouvait dans la même situation, sauf que là, ce n'était pas un client qui était très important, le chiffre d'affaires n'était pas extrêmement important. Donc, la décision qui a été prise avec la direction générale, qui ne voulait pas se retrouver dans une situation dramatique, c'est d'interdire tous les mails qui venaient de ce client-là, jusqu'à ce qu'on sache ce qui se passe chez eux, jusqu'à ce qu'on ait la certitude que tout était sous contrôle. Et malheureusement, ça a pris pratiquement un mois avant qu'on ait des informations claires sur qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et la morale de l'histoire, elle n'est pas tant au niveau des mesures techniques qui ont été mises en place, mais plutôt en termes de relation entre cette entreprise et son client. Parce que du côté de l'entreprise, ce que nous, on se disait, c'est qu'on a un devoir de conseil vis-à-vis de ce client-là. S'il nous envoie ce type de mail, ça veut dire que potentiellement, il les envoie à d'autres personnes. On ne peut pas se mettre à risque. Et surtout, nous avons aussi d'autres clients qui sont très gros et qui réagiraient très mal si nous avons des collaborateurs qui commencent à leur envoyer ces mails-là. Donc, le trade-off, c'était de se dire, on préfère tout couper pour ne pas mettre en danger la relation qu'on peut avoir avec d'autres clients et pour ne pas mettre en danger l'entreprise elle-même, jusqu'à ce qu'on ait des éléments clairs. Il se trouve que ça a pris un mois avant qu'on ait les informations et la dernière action, c'était vraiment de faire une réunion avec ce client-là pour lui expliquer pourquoi nous avons réagi comme nous l'avons fait et pourquoi c'était aussi dans son intérêt à lui qu'on réagisse de cette façon-là. Yann, je ne sais pas si tu veux compléter, s'il y a un commentaire. Non, moi je trouve ça très bien. C'est des cas pratiques. Hein. Ça vous donne Ouais. un peu typiquement des situations sur lesquelles en fait on ne peut pas faire tout blanc tout noir. C'est-à-dire qu'à un moment, bah oui, vous êtes obligé de continuer à bosser avec votre client, qui a une situation un peu compliquée qui est en cours, mais que de bien connaître le niveau de risque sur lequel on est de manière, on est en vrai, permet de gérer ça de manière en fait assez zen, assez tranquille. Donc voilà, donc c'est ce sujet important de dépassionner ou de sortir de la situation de crise que peut représenter une situation d'attaque. Hein. Voilà. Après, n'hésitez pas si les termes qu'on utilise, ransomware, etc., si c'est clair ou pas, vous nous dites, un éclaircissement, on le fait bien sûr avec plaisir. Je te rends la parole, Yann. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est surtout prendre en compte les enjeux business parce que finalement, la cybersécurité, c'est très bien, c'est mon métier, donc je vais forcément être biaisée quand je vais en parler.
Mais je sais aussi qu'on ne peut pas parler de cybersécurité si l'entreprise n'existe plus, s'il n'y a plus de business. Donc, on est là pour aider l'entreprise aussi à atteindre ses objectifs et à continuer d'exister. Ça ne sert à rien de se retrouver dans une situation où, parce qu'on veut faire de la cybersécurité, on a tout paralysé, l'entreprise ne peut plus grandir. Ça ne sert à rien. À un moment donné, l'entreprise n'existera plus et notre job n'existera plus non plus. Donc, il y a vraiment cette prise en compte des enjeux business qui est indispensable si on veut vraiment correctement gérer la sécurité au sein de l'entreprise. Le dernier exemple que je voulais donner, donc je monte toujours crescendo, hein, c'était vraiment catastrophique parce que c'est une entreprise dans laquelle, pendant des années, il y avait eu des désaccords au sein de l'entreprise entre direction risque et DSI, parce que toute la partie sécurité était gérée au niveau de la DSI, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc, quand je dis DSI, c'est l'informatique, c'est l'IT. Ce n'était pas forcément la bonne chose à faire parce que la personne qui était en charge, ce n'était pas un sujet qu'elle considérait. Elle estimait que, vu la taille de l'entreprise, vu son secteur d'activité, il n'y avait rien à craindre. Pourquoi est-ce que les cybercriminels viendraient s'en prendre à eux? Il n'y avait aucune raison. Sauf qu'un vendredi soir, cyberattaque qui se déclenche. Et la chance qu'ils ont eue, c'est qu'un collaborateur travaillait très, très tard ce soir-là et s'est rendu compte que les systèmes étaient tous en train de s'arrêter. Donc, très rapidement, il a coupé l'entreprise de l'extérieur, ce qui a aussi sauvé la relation que l'entreprise avait avec ses partenaires et ses clients. Parce que comme on a pu leur dire tout de suite, oui, on a vu et on a coupé toutes les relations de l'extérieur, ils ont été rassurés parce qu'ils se sont dit, bon, on a peu de chances d'avoir été touchés par ricochet suite à cette cyberattaque-là. Donc, c'était un peu plus, ça a déjà aidé pour la relation. Et surtout, comme le sujet n'avait pas été traité correctement pendant de nombreuses années, ça veut dire aussi que les cybercriminels ont pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts et l'entreprise s'est retrouvée à l'arrêt pendant des semaines. Donc, on se retrouve avec l'attaque vendredi soir à J0. L'entreprise tombe. Le lendemain, samedi, l'entreprise est toujours à l'arrêt. On fait jouer la cyberassurance pour essayer de faire venir des spécialistes parce qu'il y a besoin des spécialistes pour qu'ils comprennent où est-ce que les cybercriminels sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Malheureusement, et là, on voit aussi la nécessité d'avoir ce côté humain et d'avoir en face une personne qui est pragmatique, qui comprend l'urgence de la situation et qui sait se focaliser sur ce qui est important. L'interlocuteur que j'ai eu à ce moment-là ne m'a pas du tout rassuré et j'ai déconseillé à l'entreprise de travailler avec les personnes que l'assureur proposait. Pourquoi? Parce que j'appelle cette personne et les questions qu'il pose et les sujets qui l'intéressaient, c'était quel est le chiffre d'affaires de l'entreprise, combien de salariés il y a et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, quand on est dans une situation où on est le lendemain d'une cyberattaque et que la question qui se pose, c'est on a besoin en urgence de spécialistes qui vont venir regarder s'ils sont encore présents et nous rassurer sur le fait qu'on a bien tout coupé, ce n'est pas rassurant. Et quand en plus, la même personne nous dit non, mais si vous avez coupé tous les accès à Internet, c'est bon, ils ne sont plus dans le système d'information. Là, non, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas parce qu'on a coupé les accès qu'ils ne sont plus présents. À l'instant où on rouvre les accès, ils peuvent très bien recommencer leurs opérations. Donc, heureusement, la direction générale a entendu et on a continué de travailler avec notre fournisseur habituel qui a fait les investigations qu'il fallait, nous a rassurés. Et il a quand même fallu 5 jours pour qu'on sache que, OK, on peut circonscrire le problème et de prendre la décision de se dire, OK, on peut circonscrire le problème, mais on n'a aucune certitude qu'ils ne seront jamais présents dans le système d'information. Donc, on est obligé de tout reconstruire. Donc, attaque J0, 5 jours plus tard, décision, reconstruire tout le système de l'entreprise, réinstaller tous les ordinateurs, et je parle d'une entreprise de près de 1000 salariés qui existe depuis des années et des années. Et ça, il faut le faire. Alors qu'en parallèle, les cybercriminels mettent la pression à l'entreprise, publient des informations sur leur site web, parce que ça, c'est une information qu'on n'a pas souvent. Les cybercriminels, ils ont des sites web sur le dark web sur lesquels ils publient des informations. Et ils le font pourquoi? Parce que c'est vraiment comme dans du kidnapping dans la vie réelle, quand on kidnappe une personne. Si on veut vraiment que les personnes qui sont proches de la personne kidnappée paient la rançon, on leur met la pression,
on envoie des informations, on coupe un doigt, on fait des... Je suis désolée de l'image, mais c'est vraiment ça. Donc, vous allez avoir des publications du style « On a exfiltré des données. S'ils ne nous paient pas la rançon d'ici X jours, on commence à publier des données. » Ils ont publié l'information en disant « On a attaqué telle entreprise, on a réussi à rentrer dans le système. » Et bien sûr, ça a été repris par toute la presse, presse internationale, presse régionale. Donc, le directeur général se retrouve à avoir des journalistes qui l'appellent, plein de personnes qui appellent pour avoir des informations et savoir ce qui se passe. Et il faut gérer cette pression-là. Il faut gérer cette pression, il faut gérer la communication pour être sûr que malgré la situation que vit l'entreprise, la relation qu'elle a avec ses partenaires, la relation qu'elle a avec ses clients va rester saine et va ressortir de là même renforcée par rapport à ce que c'était avant la cyberattaque. Et c'est pour cela que nous avions choisi une communication transparente. Et dès le 3e jour, dès qu'on a su qui étaient les attaquants, on a contacté les personnes, les partenaires, les clients, et on a dit « OK, voilà les informations dont nous disposons aujourd'hui. Si vous voulez vous protéger, vous pouvez faire ça. Et quand on aura encore plus d'informations, on revient vers vous. » Mais il a quand même fallu 21 jours après la cyberattaque pour rétablir les systèmes critiques. Et là, on rentre dans une autre phase de l'après-cyberattaque qui n'est absolument pas technologique parce qu'en face, on a des partenaires et des clients qui ont coupé toute communication avec l'entreprise. Et pour rouvrir cette communication-là, ils veulent être convaincus qu'on ne va pas les mettre en danger. Donc, c'est réunion sur réunion sur réunion avec les personnes chez les partenaires, chez les clients, pour leur expliquer ce qu'on a fait, pour leur assurer et leur dire « OK, si on est en train de faire les choses correctement, tout est sous contrôle. » Le parallèle que je peux dire, c'est comme quand il y a eu les fermetures de frontières suite à la crise du Covid. Un pays ne va pas se mettre en danger parce qu'il y a eu un nouveau variant ou il y a une recrudescence du Covid dans notre pays. On ferme les frontières et on attend de voir. Donc, ce sont des discussions. Il faut convaincre les personnes, il faut rassurer, il faut avoir les bons arguments, il faut avoir les bons éléments pour qu'ils acceptent de rétablir la relation. Et on a intérêt à ce qu'ils rétablissent la relation très vite parce que c'est aussi un signal fort qu'on envoie aux autres clients en disant « Regardez, telle personne a rétabli la relation. » Donc, ça veut dire que ce que nous, on fait est bien. Et surtout, ça veut dire aussi que le business peut reprendre. J'ai l'impression qu'il y a des questions. Oui, Diane, on a une première question sur les outils. Donc, on va peut-être en parler tout à l'heure. Oui. Voilà, donc c'est une question de Delphine. Je te remercie, c'est toujours important la première question, justement. Donc, je vais te laisser avancer peut-être sur les éléments de méthodo et tu nous diras un peu comment tu vas traiter la question des outils, peut-être. D'accord? Oui, je vais arriver aux outils. Donc, c'est la morale de l'histoire dans ces cyberattaques, c'est que, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je vais vous remontrer pourquoi est-ce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je reviens en détail là, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Parce qu'il y a toujours des personnes qui, juste pour le fun, vont voir si elles peuvent s'introduire dans un système, voir si elles peuvent hacker une personne, voir si elles peuvent réussir à convaincre quelqu'un de faire une action frauduleuse ou malveillante. Et donc, il faut se préparer et il faut se dire, OK, comment on fait pour se protéger et comment on fait pour protéger ses clients et comment on peut utiliser ça aussi pour avoir des relations renforcées avec ses clients et avec ses partenaires parce que ça vient de plus en plus sur la table et individuellement, ça peut avoir des conséquences aussi pour les personnes parce que de plus en plus, quand c'est mal géré, qu'est-ce qui se passe? Le responsable sécurité, il est licencié, le responsable IT est licencié, ça remonte jusqu'au CEO de plus en plus parce qu'on l'a dit, c'est quand même votre responsabilité que l'entreprise continue de marcher. Et donc, quand ça ne marche pas, les actionnaires ne sont pas contents. Et juste licencier le responsable IT et le responsable sécurité, ça ne leur suffit pas. Ils veulent que la tête dirigeante et la tête pensante partent aussi pour qu'on dise à tout le monde, ça y est, c'est le renouveau, on fera mieux les choses, etc. Et donc, quand on parle, une fois qu'on a dit tout ça, c'est ce que je voudrais vous rappeler pour qu'on sorte de la cybersécurité, ce sont uniquement les systèmes. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la question sur les outils pour sensibiliser. Parce que finalement, l'objectif, c'est de protéger et de sécuriser les processus métiers et les informations. L'objectif, c'est que si vous avez un site e-commerce qui vous permet de vendre des vêtements, que le site e-commerce continue de fonctionner. L'objectif, ce n'est pas de protéger le serveur sur lequel
le site e-commerce est hébergé. C'est vraiment ce site e-commerce-là qui est la priorité. Et donc, par ricochet, on protège tout ce qui permet à ce site e-commerce de fonctionner. Et pourquoi est-ce que tout le monde est visé aujourd'hui? C'est parce que on est sorti d'un contexte où les cybercriminels, c'était un adolescent dans la cave qui essayait d'attaquer la NASA ou qui essayait d'attaquer une agence gouvernementale pour montrer qu'il est le plus fort. Aujourd'hui, ça s'est vraiment professionnalisé, entre guillemets. Et de la même façon qu'on a des entreprises qui sont spécialisées dans l'édition de logiciels, on a des entreprises qui sont spécialisées dans le placement de consultants, etc. On a aujourd'hui des cybercriminels qui sont spécialisés dans le développement de logiciels de piratage. On a des cybercriminels qui sont spécialisés dans la négociation des rançons, qui sont intermédiaires financiers. Donc, pendant la crise Covid, il y a des entreprises qui se faisaient attaquer et des personnes qui les appelaient, qui expliquaient, écoutez, nous comprenons, la situation est très difficile avec le Covid, vous avez dû fermer vos locaux, vous ne vendez plus assez. Donc, on peut vous faire une remise. Si vous payez la rançon sous X jours, on vous fait une remise de 20%. Donc ça, c'est le genre de choses qui arrive aussi. C'est vraiment la spécialisation de ces intermédiaires financiers, de ces cybercriminels. Et puis, vous avez aussi toutes les personnes qui vont permettre de passer cet argent du monde virtuel vers le monde réel. Donc, c'est aussi pour cela que c'est finalement très peu d'entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui est à l'abri parce que acheter un logiciel pour attaquer une entreprise, ce n'est pas si compliqué que ça. Acheter des méthodes pour attaquer une entreprise, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça ne coûte pas si cher que ça. Acheter des listes d'adresses email ou de mots de passe, ça se trouve facilement sur le dark web parce qu'il y a des gens, donc ça les amuse d'aller pirater des sites pour récupérer ces informations et ensuite les mettre à disposition. Donc, il y a tout ça qui se passe et aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui vont juste envoyer des tas de mails. Vous savez, le prince nigérian qui a de l'argent qu'il faut récupérer, etc. C'est exactement la même chose aujourd'hui quand Thibaut parlait moi, je parle d'ingénierie sociale, c'est exactement la même chose. Si ils font des mails standards et puis ils envoient à tout le monde et puis ils voient qui tombe dans le panneau. Donc, vraiment, plus personne n'est à l'abri, que ce soit au niveau du système ou que ce soit au niveau de la personne. Et c'est pour cela que la cybersécurité aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est la définition qui est proposée par l'ANSSI, c'est la sécurité des systèmes d'information ou plus généralement la sécurité de l'information, plus la cyberdéfense, parce que c'est aussi une affaire d'État maintenant, plus la cybercriminalité. C'est vraiment le tout qui permet de correctement gérer ces risques. Il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un peut fermer son micro, on entend quelqu'un. Diane, en complément de ce que tu viens de dire, on a une seconde question de Pascal Ayad, qui est la question des outils vidéo, affiches, etc. Est-ce que tu en as pour sensibiliser l'entreprise? Mais je sais que c'est un point que tu traites un peu plus tard dans ta présentation. Voilà. Oui, c'est un point que je peux déjà répondre. C'est aussi pour cela qu'on parle beaucoup de cyberdéfense, parce que l'État a compris qu'il a tout intérêt à aider les entreprises à se protéger, à aider les citoyens à se protéger, parce que c'est comme ça qu'on se protège aussi. Donc, vous avez le mois de la cybersécurité en novembre, qui propose, et là, l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la CNIL, propose énormément d'outils, d'affiches, de vidéos que vous pouvez utiliser pour sensibiliser. Vous avez un MOOC qui est proposé par l'ANSSI pour que vous puissiez apprendre les bases de la cybersécurité, si vous voulez vraiment rentrer dans ça. Vous avez des sociétés qui sont spécialisées en sensibilisation, qui vous proposent du matériel que vous pouvez utiliser. Et finalement, ça ne coûte pas si cher que ça. Ça peut revenir très facilement à une dizaine d'euros par collaborateur sur une année pour pouvoir faire de la sensibilisation avec ce type d'outils. Donc, c'est vraiment pas une question de coût financier pour pouvoir bénéficier de ça. Je pourrais vous donner toute une liste par la suite d'entreprises qui fournissent des outils qui permettent de faire de la sensibilisation. Et pour rebondir, Diane, là-dessus, ce qui serait top, c'est aussi en annexe, pour ceux qui veulent, qu'on puisse leur donner aussi une liste d'outils que toi, tu recommandes. Parce
que je crois qu'il y a les deux. Il y a vraiment et des outils à mettre en place, il y a les outils des entreprises privées, mais il faut le savoir, il y a aussi du support et du soutien de l'État, beaucoup plus qu'on ne le pense, et avec un énorme effort d'information qui a été fait ces 2-3 derniers de la part notamment des services de sécurité de l'État. Voilà, donc ça c'est utile. Et après, on va aussi beaucoup parler méthodo, comme vous l'avez compris. Et surtout, n'hésitez pas à faire appel aux services de l'État si vous êtes victime des cyberattaques. Ils sont là pour aider aussi et ils ont débloqué énormément d'argent pour pouvoir aider les PME et les ETI qui sont victimes de cyberattaques. Donc, portez plainte, même si vous avez l'impression que ça va pas servir à grand-chose, portez plainte parce que souvent, très rapidement, ils sont capables de vous dire voilà, c'est tel groupe de cybercriminels qui vous attaque, voilà ce que vous pouvez faire pour éviter que ça ne se reproduise. Ils vous donneront des conseils gratuitement. Moi, je vous donnerai un exemple personnel. Nous, aujourd'hui, on a 250 startups dans la communauté Creative Valley. Vous le savez probablement, on a beaucoup travaillé au développement d'écoles comme Epitech ou 42. Donc, on travaille beaucoup avec l'ANSSI, donc l'agence de cybersécurité. Et en fait, sur des cas critiques qui sont dans les startups de nos communautés, on a appel à eux. Et eux peuvent intervenir directement. Donc, il faut aussi savoir, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous êtes vraiment coincé, vous pouvez vous appuyer sur les services de l'État. Dans un certain nombre de cas, ils vont vous être plus utiles que vous pourriez soupçonner. Donc, il faut aussi casser le mythe que vous êtes livré à vous-même. Oui, tout à fait. Et il y a toute une communauté qui existe, qui est aussi là pour vous aider. Et si besoin, l'ANSSI vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Et on va arriver progressivement à la méthodologie, mais avant, quels sont les enjeux? Et je voudrais revenir sur les enjeux pour replacer vraiment cette cybersécurité dans le contexte de l'entreprise et dans le contexte business de l'entreprise. Parce que les enjeux, il y en a en général de 4 types. Il y a protéger les informations et les services critiques, parce que, comme je vous le disais, l'objectif, ce n'est pas de protéger le serveur. L'objectif, ce n'est pas de protéger l'ordinateur d'un collaborateur. L'objectif, c'est de s'assurer que le site e-commerce continue de tourner. L'objectif, c'est de s'assurer que les leads qualifiés que l'entreprise a réussi à avoir à la sueur de son front ne tombent pas tout cuit dans la banette du concurrent. C'est ça l'objectif. Donc, maîtriser. Et pour ça, il faut maîtriser les accès aux données critiques, éviter que les concurrents n'accèdent à ces données, éviter qu'un tiers n'accède aux données et garantir la disponibilité et l'intégrité de ces services. Garantir que le site e-commerce continue de fonctionner. Garantir que la chaîne de fabrication des produits de l'entreprise continue de favoriser. Et tout ça, donc, pour investir vraiment là où c'est nécessaire. Il faut bien sûr se protéger des attaques. On a beaucoup parlé des attaques par ransomware, mais il y a aussi d'autres types d'attaques comme la fraude au président qui malheureusement fait encore beaucoup de dégâts. Et là, ce n'est pas quelque chose qui va nécessiter des outils informatiques, c'est vraiment très lié à la psychologie. Et l'objectif du cybercriminel, c'est vraiment de convaincre quelqu'un dans l'entreprise de faire un virement dans un paradis fiscal. Et ça peut aller très loin. Par exemple, il y a l'entreprise Pathé Gaumont qui a perdu des millions d'euros. En 2019, de mémoire, ils ont perdu des millions d'euros parce qu'il y a des cybercriminels qui ont réussi à convaincre 2 directeurs généraux de faire des virements vers des paradis fiscaux. Et convaincre de faire ces virements-là, pas en une fois. Donc, en plusieurs fois. Et à chaque fois, ils ont fait le virement jusqu'à ce que ça atteigne des millions d'euros. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses dont l'entreprise veut se prémunir. Donc, bien sûr, il y a répondre aux obligations légales et réglementaires, notamment la conformité à la loi informatique et liberté, et aussi répondre aux exigences des clients. Parce que si vous êtes une entreprise qui est sous-traitante d'une autre entreprise, votre client final, si vous êtes dans le B2B, votre client final, il veut être sûr que vous allez le protéger. Et d'autant plus quand vous avez dans votre écosystème d'entreprise des clients qui sont dans le secteur bancaire, qui sont dans le secteur de la finance. Parce qu'aujourd'hui, les cybercriminels, ils savent que ces entreprises-là ont énormément investi. Donc, ils ne vont pas forcément s'attaquer directement à une banque ou à une entreprise financière. Ils vont essayer, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ils sont à un bon niveau de maturité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par les sous-traitants qui ont un niveau de maturité qui est beaucoup plus faible. Et par le sous-traitant, ils arrivent à s'introduire et attaquer
les grosses entreprises. Donc, c'est pour cela que ces grosses entreprises-là font aujourd'hui très attention. Je peux prendre le cas de l'entreprise Saint-Gobain, qui, après avoir perdu près de 250 millions d'euros à cause d'une cyberattaque aujourd'hui, une entreprise qui veut travailler avec Saint-Gobain se prend un questionnaire sécurité et doit limite montrer patte blanche en disant « Ok, ce n'est pas à cause de nous que vous allez reperdre à nouveau 250 millions d'euros. » Donc, ils sont devenus très frileux, à juste titre, et donc ils reportent ça sur leurs sous-traitants pour s'assurer que les sous-traitants ne vont pas les mettre en danger. Donc, voilà les enjeux auxquels les entreprises vont faire face, surtout quand vous êtes dans le B2B. Ça marche aussi pour les clients finaux. Moi, je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé. C'est je vais dans une célèbre enseigne de vente de meubles qu'il faut monter, on s'arrache les cheveux parce qu'on se retrouve toujours avec une pièce en trop et on ne sait pas où elle va. Mais bon, c'est comme ça. Donc, j'y vais, j'achète un meuble et le meuble est trop gros. Bien sûr, il faut que je me fasse livrer. Mais je veux absolument me faire livrer par le service de l'entreprise. Sauf qu'il m'explique que pour pouvoir me faire livrer, il faut que j'aille à l'entrepôt récupérer le matériel, le meuble, qui est extrêmement lourd, et que je l'amène moi-même au service de livraison. Je ne peux pas faire ça, je ne suis pas Hulk, je ne peux pas porter un meuble de cette façon. Donc, j'accepte d'aller faire appel au service d'un de leurs sous-traitants, une entreprise avec laquelle ils travaillent, qui sont en train d'incuber, etc. Et je vois la façon dont ils traitent les données des clients. Et c'est au moment où je veux payer qu'ils m'expliquent que pour pouvoir payer leur service, je ne peux pas le faire directement par carte bancaire. Il faut que je crée un compte sur leur site en ligne. OK, bon, je suis coincée, donc je suis bien obligée de le faire parce que je veux que mon meuble me soit livré. Donc, j'accepte que ce soit fait. Je vois la personne en face de moi qui fait plein d'opérations et c'est à la fin qu'elle m'explique qu'elle vient de me créer un compte dont le mot de passe, c'est mon prénom et qu'elle a saisi toutes mes coordonnées bancaires dans le compte. Avec plein de gens qui, autour, ont vu ce qu'elle faisait et elle fait la même chose pour tous les clients qui passent. Et nous sommes samedi soir et je prends l'avion pour un vol international le lundi. Donc, je monte dans la voiture. Je n'ai jamais conduit aussi vite en respectant les limitations de vitesse. À chaque feu rouge qui arrivait, j'étais complètement crispée. J'arrive chez moi, catastrophe, ordinateur que j'allume et tout pour pouvoir changer le mot de passe. Impossible de changer le mot de passe. J'essaie de supprimer ma carte bancaire. Impossible de la supprimer. Seule solution, bloquer la carte bancaire. Je ne vous dis pas que je n'ai pas écrit à la CNIL, à tout le monde en disant c'est inadmissible. Parce que je suis client de l'entreprise, je veux faire les choses, je veux prendre le service, mais je me retrouve à ne plus pouvoir utiliser ma carte bancaire à cause de la façon dont ils traitent mes données. Parce que, bien entendu, tous ceux qui essaient de faire appel au service ont bien vu comment est-ce qu'ils créent leur compte. Ils ont bien entendu quel est le mot de passe. Ils savent très bien que les coordonnées de carte bancaire sont stockées en ligne. Et quand je regardais le site, le niveau de sécurité était tel que ce n'est pas très compliqué, en fait, de s'introduire dans le site. Donc, répondre aux exigences des clients, c'est aussi ça, c'est aussi des clients particuliers qui ne veulent pas se retrouver à ne pas utiliser leurs moyens de paiement, qui ne veulent pas se retrouver à avoir leur identité qui a été usurpée parce qu'ils ont utilisé un service en ligne. Donc ça, ce sont les enjeux et la question, c'est comment on se lance, comment est-ce qu'on répond à ces enjeux, comment est-ce que on arrive à gérer ces risques cybersécurité. Mais la première chose qui peut paraître évidente, mais que je redis, c'est déjà, il faut savoir ce qui est le plus important pour vous. Faire de la cybersécurité, ce n'est pas tout installer partout. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est votre site e-commerce? Est-ce que ce sont les données de vos clients qualifiés? Est-ce que ce sont les leads qualifiés? Est-ce que c'est la propriété intellectuelle que vous avez réussi à développer? Est-ce que ce sont les brevets que vous avez? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour vous et sur quoi donc vous voulez mettre l'accent? Et de quoi vous voulez protéger ça? Et comment vous voulez protéger ce qui est vraiment le plus important pour vous? Ce que je dirais par exemple, c'est si vous achetez un coffre-fort, vous n'allez pas mettre dans le coffre-fort tous vos papiers, y compris les courriers publicitaires que vous recevez. Les courriers publicitaires, si vous les faites voler, ce n'est pas bien grave. Donc, c'est la même chose pour votre entreprise. Qu'est-ce qui est le plus important et que vous allez vraiment protéger? Et ensuite de quoi?
Et là, on va parler donc des mesures techniques et organisationnelles, parce qu'il y a des mesures techniques, il y a des outils que vous pouvez installer, et il y a des mesures organisationnelles aussi qui vont reposer essentiellement sur l'humain. En mesure technique, il y a des outils de base dont vous allez pouvoir disposer. J'ai rigolé en parlant de firewall au début, mais le firewall, il est quand même utile. Je vous redonnerai des noms, on vous enverra aussi des noms de sociétés qui fabriquent des équipements qui sont très utiles. Tous les outils qui permettent de chiffrer, ça peut être très utile. Sur la partie messagerie, moi, ce que je recommande souvent, c'est de s'appuyer sur des entreprises qui ont déjà énormément investi en cybersécurité. Ce n'est pas la peine de réinventer la roue. Sur la partie antivirus, l'antivirus de Microsoft, je ne sais pas si je peux citer des marques ici, mais je vais quand même le faire. Mais l'antivirus de Microsoft, donc Microsoft Defender, est l'un des meilleurs sur le marché aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est le cas. Il est l'un des meilleurs. Donc, si vous l'avez, c'est déjà très bien pour se protéger. Et il arrive par défaut sur tous les ordinateurs qui ont un système d'exploitation Windows. Et il s'installe aussi sur les Mac, accessoirement. Et il fonctionne aussi très bien sur les Mac. Vous avez tous ces équivalents qui vont vous permettre de protéger les serveurs. Vous avez tout ce qu'on appelle des pare-feux qui vont vous permettre de protéger les sites web. Mais tout ça doit s'accompagner de mesures organisationnelles parce que ça ne sert à rien d'installer un outil s'il n'y a jamais personne pour maintenir cet outil à jour, s'il n'y a jamais personne qui traite les alertes qui sont remontées par ces outils-là. Donc, il vous faut aussi des personnes, il faut aussi des processus pour mettre à jour ces outils-là. Et surtout, le plus important, c'est gérer les risques. Quels sont les risques que votre entreprise veut gérer? Quelles sont les menaces auxquelles l'entreprise fait face? Et vous traitez par rapport à ça. Et si vous voulez avoir des détails de mesures, vous pouvez vous appuyer sur les mesures élémentaires que la CNIL propose. Ça vous permet de vous être en conformité avec la loi informatique et liberté. Mais ces mesures élémentaires ont été construites en partenariat avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, c'est déjà une bonne base pour avoir des mesures de sécurité qui permettent de protéger votre entreprise. Pour rebondir un peu, Diane, et en synthèse, il y a des packs d'outils dont tu pourras nous donner le nom. Là, il y a par exemple l'antivirus de Microsoft qui est pas mal. Deuxièmement, ce que tu nous dis, c'est que c'est bien qu'il y ait une personne au sein de l'entreprise, hein, puisqu'on a plutôt des PME là, ou des TPE qui sont connectés aujourd'hui. Il faut une personne qui, quelque part, ait une vision d'ensemble de ce qui se passe. Et troisièmement, pour ne pas se perdre, identifier un ou deux ou trois sujets qui sont vraiment importants pour vous. Est-ce que c'est l'IP? Est-ce que c'est votre système de paiement? Est-ce que c'est votre site en ligne, etc. Donc, sortez un petit peu les éléments clés qui sont importants dans cette organisation. Et après, c'est bien d'essayer de voir comment on va proposer ces différents éléments clés. Et ce que tu as dit à demi-mot, c'est qu'il faut qu'il fait effectivement des audits, disons, des checks un peu réguliers. Moi, je pense que franchement, au début, vous pouvez faire ça une fois par trimestre, ça suffit peut-être une fois par an après, et qu'il y a un moment, vous dites, bon, là, on va se faire un petit check de 2 heures dans le trimestre, avec idéalement un expert tiers qui va vous permettre d'aider à réfléchir pour vérifier si oui ou non vous êtes à peu près dans les clous ou pas. Voilà un petit peu en synthèse ce qu'on pourrait dire. Diane, tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Et ces outils dont on parle, c'est en réponse à la question qui a été posée dans le chat, ce sont aussi des outils qui permettent de lutter contre les cyberattaques, les antivirus. Bon, antivirus, j'aime plus trop le terme parce qu'on a dépassé cette technologie-là. Aujourd'hui, on parle plutôt d'EDR, Endpoint Detection and Response, parce que l'antivirus est obsolète. Mais Microsoft Defender a la technologie qui est nécessaire. Microsoft Defender et des équivalents. Thibaut parlait des rapports de Sophos. Sophos a des technologies équivalentes et qui permettent de protéger l'entreprise. Et ça permet de protéger contre les cyberattaques finalement parce qu'ils seront capables de détecter certaines activités malveillantes et de les arrêter avant qu'il y ait des dégâts qui soient commis au sein de l'entreprise. Donc, c'est la base et c'est très utile. Et puis après, vous rajoutez des mesures élémentaires, vous formez les équipes aussi, vous les sensibilisez pour que ce ne soit pas elle qui aille cliquer sur le lien malicieux qui va installer le logiciel malveillant. Et ça, c'est un volet qui est très important. Sensibiliser les collaborateurs. Et sensibiliser, ce n'est pas juste envoyer une newsletter tous les mois ou envoyer un mail tous les mois. Vous êtes tous dans le domaine de la mode. Vous savez très bien que si
vous voulez convaincre un client d'acheter votre produit, ce n'est pas juste en lui envoyant un mail de temps en temps qu'il va le faire. Il y a toute une démarche marketing qu'il faut mettre en place pour réussir à appâter la personne, pour réussir à la convaincre de travailler avec vous, d'acheter vos produits. Et c'est la même chose pour la sensibilisation parce que finalement, vous voulez que quelqu'un adopte un comportement qui correspond à ce que vous voulez voir la personne faire. Vous voulez qu'elle change ses habitudes. Bon, concrètement, Diane, parce qu'on est sur des petites structures, de qui on parle? Est-ce que c'est le directeur technique de la boîte qui doit faire ça? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est à l'orga ou qui est plutôt aux opérations? Est-ce que c'est le patron? Comment tu organises en fait la gestion de la question de la cybersécurité? C'est vrai que dans beaucoup de boîtes, on a tendance à dire bah, c'est de la tech, je fais ça à la personne qui s'occupe de la tech chez moi, qui est souvent un sous-traitant d'ailleurs, qui n'est pas forcément dans la boîte elle-même. Donc, qui doit avoir cet œil sur les questions de cybersécurité et comment fait-on pour que cette personne elle ait au quotidien des références? Comment elle fait pour savoir si elle est dans le juste ou dans le faux? Alors, elle peut bien sûr te donner un coup de fil et te donner ton avis, mais est-ce qu'elle a des éléments de référence extérieurs qui lui permettent de se débrouiller de se débrouiller tout seul déjà dans un premier temps? Oui, alors déjà pour répondre à la première question, d'expérience, je déconseille que ce soit une personne qui est dans la tech qui porte cette responsabilité. Ça paraît être une bonne idée, une bonne solution parce que souvent on voit la cybersécurité comme un sujet tech, mais malheureusement, ce sera donc traité uniquement comme un sujet tech et on va oublier les collaborateurs, on va oublier tous les aspects communication qu'il y a derrière, on va oublier tous les aspects business qu'il y a derrière la cybersécurité. Donc moi, je recommande toujours que ce soit une personne qui soit indépendante des équipes techniques pour ne pas se retrouver à dépendre de quelqu'un qui ne va pas être content quand on va lui dire votre outil que vous voulez déployer en production, c'est très bien, mais vous allez devoir faire telle ou telle chose avant de pouvoir déployer ça en production. S'il dépend du responsable tech, il ne pourra pas faire ça facilement. Donc, il faut vraiment que ce soit une personne qui est indépendante. Maintenant, pour démarrer, les outils qu'elle peut utiliser, il y a par exemple sur le site ssi.economie.gouv.fr, le ministère de l'économie a mis en ligne quelques outils qui permettent à la personne de manière totalement autonome de savoir si ce qu'elle est en train de faire est bon, de savoir si les mesures de sécurité, de savoir si les navigateurs sont correctement configurés, de savoir si le système de messagerie n'a pas des problèmes, ce genre de choses. Donc, ssi.economie.gouv.fr, les outils sont en ligne, ça permet d'avoir un premier pas. Et ssi.economie.gouv.fr renvoie aussi vers le site de Mozilla, le navigateur, qui propose aussi des outils en ligne qui permettent de savoir si ce qu'on fait est bien. Si vous voulez avoir des frameworks, vous avez le framework du CIS. Donc, c'est aussi une organisation internationale qui vous donne des mesures très concrètes et même avec un site en ligne sur lequel vous pouvez suivre l'avancement de la mise en place des mesures et générer des rapports pour la direction générale. Mais pour moi, c'est pas… Le directeur général peut être impliqué et doit être informé régulièrement, mais ce n'est pas à lui de gérer ça. Il a besoin de se concentrer sur le business et il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui va faire le lien entre ce business-là, entre les différentes directions métiers et avec la tech. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ouais, dans une petite boîte, en fait, pour faire hyper simple, bon, un top, tu peux nous envoyer les liens. Je sais que tu en as déjà mis à la fin de cette présentation quelques-uns. Comme ça permettra aux gens de commencer à se dépatouiller. Mais qui sait? Parce que tu vois, dans des équipes courtes, ça va être qui? Ça peut être par exemple la personne qui s'occupe un peu des RH qui peut faire ça. Est-ce que ça peut être toute personne de bonne volonté? Ou est-ce que Je ça doit dirais, être la même si personne vous avez un dans les DPO, prenez une Ouais. personne qui va faire DPO/RSSI. Si vous avez une D'accord. personne… Alors, DPO, peut-être un peu pour tout le monde, c'est la personne qui gère les bases de données. Peut-être nous dire un petit mot d'éclaircie là-dessus. Après, hop, on va avancer un peu dans la présentation Ouais. parce que le temps passe vite. Oui, effectivement. Donc, DPO, c'est la personne qui va vous assurer la conformité à la loi informatique et liberté. Donc, vous pouvez mettre ça sur ces personnes. Si vous avez un directeur juridique, je préférerais voir le directeur juridique ou le responsable juridique gérer cette partie-là plutôt que la personne tech, parce qu'elle sera obligée de penser risque pour l'entreprise. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire appel à quelqu'un ou de créer un poste, surtout si vous êtes vraiment dans une toute petite structure. Prenez une personne qui pense déjà risque et qui pense déjà enjeux juridiques, enjeux légaux pour l'entreprise et vous la formez et pourra prendre
elle pourra prendre le sujet en s'appuyant sur les différents éléments dont je vous ai parlé. Ouais. Et un petit conseil pratique avant d'avancer dans la présentation, moi, ce que je fais de manière assez simple, c'est si vous avez identifié peut-être votre conseil juridique ou votre directeur technique qui va travailler là-dessus, moi, Marocco, c'est qu'il vous envoie une fiche une fois par trimestre, peut-être, d'une page où il vous donne en gros quels sont, à leur avis, vos principaux facteurs de risque ou vos principaux facteurs de vigilance. Et en 2-3 bullet points, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire pour apporter une réponse en face. Vous voyez, donc c'est très simple. Vous faites ça. Une fois que vous aurez ça, et ben, en gros, vous ne serez pas complètement protégé à 100%, mais rien qu'en faisant ça, vous allez diminuer vos risques par 20. Vous allez diminuer de 95% vos chances que s'il y a une attaque, elle se passe mal. Donc faites ça, ça suffit largement, à mon avis, dans une première étape. Oui. Et puis ensuite, comme dit, il vaut mieux de temps en temps voir passer une heure d'audit ou 2 heures d'audit avec un spécialiste qui peut vous aider à faire un cadre comme ça, au moins une première fois. Et après, comme dit, ça dépend aussi de votre niveau de débrouillardise. N'hésitez pas à aller sur les sites qu'on va vous donner en lien, notamment les sites de l'État, parce que comme dit tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, vous avez un support, vous passez un coup de fil, vous arrivez à voir les gens. Voilà. Et donc, oui, on continue. C'est en fait de manière très simple, pour que la personne ne vous fasse pas un reporting qui est très technique et que vous allez avoir du mal à comprendre. Il y a des questions basiques que vous pouvez poser. C'est est-ce qu'il sait quelles sont les fonctions clés et les métiers clés qui sont dans l'entreprise? Est-ce que c'est listé? Est-ce que on a déjà essayé de voir si l'entreprise peut repartir très rapidement en cas de problème? Est-ce qu'il y a eu des activités de sensibilisation? Quels sont les résultats? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'incidents? Et est-ce qu'on arrive à traiter ces incidents-là très rapidement? Est-ce qu'il vous fait le reporting en temps et en heure? Donc ça, ce sont des questions basiques que vous pouvez poser pour savoir si il y a vraiment que l'investissement que vous faites pour gérer votre cybersécurité sert à quelque chose et s'il est efficace, sans rentrer dans les détails de l'antivirus a généré tel nombre d'alertes, etc. Vraiment, cette partie-là. Et sur la partie incident, j'insiste parce qu'il y a toujours des incidents et le danger, c'est de vous retrouver face à quelqu'un qui vous dit non, il n'y a jamais d'incident dans l'entreprise. Là, vous savez qu'il n'est pas en train de regarder ce qui se passe. C'est totalement faux. C'est comme si on dit que sur l'autoroute, il n'y a jamais d'accident. Totalement faux. Donc, c'est un très bon indicateur pour savoir si la démarche est efficace. Et enfin, les sujets à anticiper qui, je pense, sont importants pour vous. Pour ceux qui sont en lien avec tout ce qui est financement et autres, il y a une nouvelle législation qui arrive et qui va être très liée à la résilience aux incidents liés aux nouvelles technologies. On va imposer aux entreprises de mettre en place les dispositifs qu'il faut pour pouvoir se protéger des incidents liés aux nouvelles technologies. Bon, vous aurez les Digital Services Act, mais le dernier point sur lequel je veux vraiment mettre l'accent, c'est cette notion d'identité numérique pour tous, avec un règlement qui arrive au niveau de l'Union européenne. Donc, forcément, tout le monde va vouloir s'en servir. Tous vos clients particuliers vont vouloir s'en servir. Tous vos clients business vont pouvoir s'en servir. Et ça va accentuer le besoin de cybersécurité parce que qui dit identité numérique dit aussi vol d'identité numérique. Et on sait très bien à quel point c'est très compliqué de récupérer son identité une fois qu'elle a été volée. C'est sur ces points-là que je voulais finir. Donc, si on récapitule, votre checklist pour savoir si vous gérez correctement la cybersécurité et si vous voulez savoir où investir, est-ce que la personne qui est en charge de la cybersécurité est indépendante, a une position indépendante au sein de l'organisation? Est-ce qu'elle peut parler en toute indépendance aux responsables techniques? Est-ce qu'elle peut parler aux responsables métiers? Est-ce que vous savez ce que vous voulez protéger? Si vous voulez protéger toute l'entreprise, vous allez dépenser énormément d'argent inutilement. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et mettez l'accent sur ça. Est-ce que vous savez de quoi vous voulez vous protéger? Est-ce que votre pire crainte, c'est que vos collaborateurs ne puissent plus travailler sur leurs ordinateurs? Ou est-ce que la pire crainte, c'est que vous ne puissiez plus répondre aux commandes des clients? Et qu'est-ce qui pourrait permettre à cela d'arriver? Est-ce que c'est parce que les collaborateurs vont cliquer sur un lien frauduleux? Et donc, si c'est ça la pire crainte, vous investissez dans la sensibilisation des collaborateurs. Est-ce que la pire crainte, c'est une attaque par ransomware et donc vous investissez pour vous protéger contre ça, etc. Est-ce que vous savez comment protéger ces éléments? Donc, on vous a parlé
des outils que vous pouvez utiliser, des outils de Microsoft. Microsoft a énormément d'outils. Vous pouvez bénéficier de l'assistant de l'État, de l'assistant de l'ANSSI, de l'assistant de la CNIL. Vous avez le site ssi.economie.gouv.fr. Vous avez vraiment des trucs en ligne. Il suffit de cliquer pour voir le résultat. On vous dira votre navigateur, il a tel problème, il faut corriger. Vous avez des frameworks qui existent en ligne qui sont extrêmement simples. ssi.economic.gouv.fr, d'ailleurs, a un framework et un modèle avec des étapes dédiées aux PME. C'est pour ça que je reviens souvent sur ça, parce qu'ils ont vraiment fait ça pour les PME avec un cycle de gestion de la sécurité pour les PME qui est vraiment très simple et très factuel. L'étape d'après, c'est si vous avez un incident, est-ce que vous savez ce que vous faites? Est-ce que vous savez qui vous appelez? Est-ce que vous savez à qui vous communiquez, etc. Et ensuite, est-ce que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue? Parce que les choses vont de toute façon évoluer. Votre entreprise va évoluer. Si vous fonctionnez de manière statique, ça veut dire qu'à un moment donné, votre entreprise va évoluer et votre démarche cybersécurité sera en décalage par rapport à cela. Je ne sais pas si vous avez… Oui. Non, oui, je t'en prie, continue. Donc, on vous a mis quelques sources pour vous inspirer. Et comme je le disais, donc, les rapports pour savoir si vous voulez identifier quelles sont les menaces les plus importantes dans votre secteur d'activité. Et puis, des autodiagnostics en ligne qui sont disponibles sur ssi.economie.gouv.fr. Merci, hein, Diane. Moi, je pense que c'est important de prendre quelques questions maintenant. Quand même, deux, trois éléments, hein, de synthèse toujours. En fait, en termes de données, ce que vous devez avoir quand même en tête, c'est que même si le cloud, ça paraît magique aujourd'hui, votre service de cloud, il est à câble. Moi, je vous donne mon expérience. Il y a 3 semaines, j'ai un coup de fil d'Amazon Web Services qui me dit vous venez de consommer 30 000 € en serveur sur la semaine. Est-ce que c'est normal? Je dis non, ce n'est pas hyper normal. Donc, évidemment, je m'étais fait hacker. Pourtant, Amazon, c'est assez safe. On a chez nous des mots de passe extrêmement compliqués, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout service de cloud est à câble. Donc, quel est un truc simple, de bon sens que vous pouvez faire? C'est faire de toute façon, de temps en temps, des sauvegardes locales, soit dans un disque dur que vous allez pouvoir amener à la maison, ou même à la limite des CD, des DVD, parce qu'en fait, les données vitales, elles ne font pas beaucoup de taille. Donc, vous pouvez de temps en temps, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par an, graver des données et ramener les trucs à la maison. Un deuxième exemple, je suis très proche d'OVH. OVH, manque de bol, ils avaient leur serveur et leur serveur de sauvegarde qui étaient dans le même bâtiment, qui a pris feu. Et un de mes amis qui avait 30 millions de photos sur un site de voyage les a toutes perdues. Bon, c'est un peu bête, c'est un peu ballot parce qu'en fait, c'était 2 téras de données, donc 2 disques durs. Donc, la deuxième idée, c'est vraiment de se dire, je peux faire de temps en temps des sauvegardes physiques ou si j'ai un DSI qui bosse pour moi, il peut déjà me faire la sauvegarde de mes données physiques. Et ce dont vous avez besoin, c'est vos adresses de vos clients, c'est vos photos, la copie de votre site, etc. Donc, ça, c'est quand même assez simple, ce n'est pas très compliqué et faites-le quelque part. Donc, c'est un peu les gros basics. Après, le deuxième sujet, les ransomware, le principe, je vous le rappelle, c'est en gros, on vous dit vous n'avez plus accès à rien. C'est arrivé à mes copains de BNP Real Estate avec qui on faisait des gros projets immobiliers. Et pendant 2 mois, ils n'avaient plus de compta, ils n'avaient plus d'email, ils n'avaient plus rien. Bon, ça veut dire qu'il faut aussi se dire qu'à un moment, il faut pouvoir vous en passer. Donc, il faut que vous ayez une sauvegarde de votre communication par mail, par exemple, une sauvegarde de votre compta et qu'à un moment, c'est pas mal qu'elle soit déconnectée de votre serveur, qu'elle ne soit pas juste online. Comme ça, si votre prestataire est hacké, vous, ça ne vous met pas en danger. Parce que le ransomware, c'est embêtant, surtout si vous avez un besoin vital de vos données et que vous n'avez pas de copie. Parce qu'après, vous avez peut-être envie de payer quand même pour récupérer vos données. Donc là, pareil, ce qu'on va attaquer au fond, c'est vos données. Donc là, c'est un deuxième point. Après, la question de l'usurpation d'identité, nous, on a pas mal de startups qui se lancent, qui trouvent des solutions techniques pour vous accompagner dans ce sujet. Parce que malheureusement, ça arrive. Et là, en fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est un parcours du combattant, mais vous pouvez de plus en plus facilement quand même retrouver votre identité numérique. Et heureusement. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça les sujets. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est si dans la salle, quelqu'un a des expériences personnelles aussi qu'il voudrait partager sur lesquelles on pourrait rebondir.
Non, pas d'expérience à partager. N'hésitez pas, dans tous les cas, voilà, vous avez le chat, ou sinon, voilà, on va vous donner nos coordonnées à la fin, que ce soit à Diane ou même, je dirais, au programme Digital at Mode, pour pouvoir partager votre expérience, ou sinon, éventuellement, voilà, nous poser les questions, voilà, qui vous sont venues en tête après ce webinaire. Voilà, nous ferons un plaisir de vous aider, de vous répondre, tout simplement. Alors, je sais que Diane, c'est vous qui avez la main. Est-ce que vous pourriez passer à la slide suivante? Je crois que par la suite, ce sont les contacts. Oui. Donc voilà, donc nous, Diane, c'est bon, je crois qu'on peut vous contacter, c'est ça? Oui, vous pouvez vous contacter. Et, pour la dernière question qui était quand on a une structure sans aucun salarié assez compétent, si vous en avez un en interne et qui peut suivre le sujet au quotidien, il peut suivre les formations de l'ANSSI, le MOOC de l'ANSSI. Vous avez aussi Cyber Readiness Institute, je le mets dans le chat, qui va vraiment l'accompagner pas à pas. Vous faites appel aux startups de Creative Valley. Et comme le disait Yann, après, vous faites venir un expert au début tous les trimestres. Il va faire la revue avec vous et s'assurer que vous êtes toujours dans les clous et progressivement, vous allez devenir complètement autonome. Mais je tiens vraiment à vous rassurer sur le fait que c'est un peu comme quand on décide un jour de se remettre en forme physiquement. Au début, on peut avoir besoin de faire appel à un expert régulièrement et après, on le fait tout seul. Ça peut prendre du temps, mais les résultats, on les voit quand on investit là où c'est vraiment nécessaire. Donc, sauvegarder ces données, faire attention à la personne avec qui on échange ces données, s'assurer qu'on a des mots de passe qui sont suffisamment complexes pour ne pas être facilement devinés. Et puis, avoir un plan de secours si il se passe vraiment quelque chose de grave. Avoir un plan de secours pour que votre entreprise continue de tourner, même si vous avez quelqu'un qui vous dit si vous ne payez pas 10 millions d'euros, on ne vous rend pas vos données. Ouais. Au niveau du plan de secours, moi j'aime bien la remarque de Diane, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait un peu de juridique ou la compta chez vous, qui soit dans la boucle assez tôt, pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, votre contrat en responsabilité civile d'entrepreneur peut vous couvrir. Donc, c'est un point qui est à vérifier. Et deuxièmement, il y a de plus en plus de contrats d'assurance qui peuvent couvrir une partie de votre risque en cybersécurité. Donc, aujourd'hui, c'est encore une matière qui est mouvante, comme on dit en droit, parce que les choses sont en train de se fixer, que les grands assureurs ont encore un peu de mal à évaluer le risque assurantiel sur lequel ils partent avec vous. D'accord ? Ce qui est bien à savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque vous avez des contrats de carte bleue avec votre banque en tant que commerçant et e-commerçant, vous êtes couvert. Donc, vous êtes couvert. Donc, ça, c'est un point à checker aussi avec votre banque. Ça veut dire que normalement, s'il n'y a pas de faute de gestion évidente de votre côté, si quelque part, il y a de l'argent qui disparaît au moment d'une transaction bancaire, le risque n'est pas a priori pas pour vous, pour votre pomme. Donc ça, c'est aussi un point que vous avez intérêt quand même à vérifier en début pour un peu évaluer l'étendue de vos risques. Et donc, au fond, excusez-moi, le sujet principal sur lequel vous devez être attentif, c'est la question de l'impact sur votre exploitation au quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui, parce que c'est hacké, vous permet plus de travailler. Donc aujourd'hui, il y a évidemment des scénarios où on peut dire on peut hacker un outil de production chez vous, une machine, etc. Mais ça reste quand même extrêmement rare. Et je ne pense pas que les gens dans l'auditoire là soient sur ce risque-là. Donc les risques, ils sont quand même assez simples. C'est l'accès à vos données comptables, l'accès à vos données financières, le détournement sur votre site de e-commerce ou la perte de votre identité ou de votre base de messagerie. D'accord ? Donc, c'est quand même assez circonscrit, en fait. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Et je suis assez d'accord, c'est un peu comme le coaching sportif, c'est-à-dire qu'au début, c'est quand même pas mal de prendre un coach au moins pour avoir les grandes idées générales, sauf, et je vous le rappelle, si vous êtes débrouillard et que ça vous amuse, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de matière sur le site de l'ANSSI, il y a une communauté de gens que ça intéresse, et il y a aussi un côté un peu sympa de pouvoir voir les gens que ça intéresse aujourd'hui, de voir un peu comment ils échangent sur ces sujets. Donc, il y a un événement en septembre, par exemple, c'est ce que disait Diane tout à l'heure. Et puis ensuite…
ensuite, même en situation de crise, ce n'est pas l'idéal, mais vous pouvez contacter des gens comme Yann ou des gens qui vont arriver pour vous aider à gérer une situation de crise. Mais c'est toujours évidemment beaucoup mieux d'anticiper les situations, parce que sinon, le risque, c'est effectivement que vous n'ayez plus accès à vos données parce que votre serveur a brûlé ou parce qu'il a été crypté de manière hostile et vous n'ayez plus les données. Donc là, il vaut mieux en avoir une copie avant. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, moi, je vais conclure ce webinaire voilà, en vous informant que voilà, nous restons à votre disposition. Si jamais voilà, vous avez des questions concernant le programme Digital Atmod, il faut savoir que du coup, parmi nos 7 modules qui sont proposés, nous avons un module sur la RGPD et la cybersécurité, donc, qui est animé par Corinne Plourde. Et qui du coup voilà, vous donne des conseils. Il faut rappeler que le programme Digital Atmod, c'est un programme d'accompagnement, c'est un programme de formation qui est sur mesure. C'est-à-dire que on évalue votre maturité digitale et en fonction de votre maturité digitale, nous vous recommandons des cours en fonction de votre niveau. Donc l'idée, voilà, c'est en fonction de vos connaissances c'est justement d'assister à des cours, d'assister à une formation, de poser toutes les questions et vraiment chaque cours est adapté en fonction du niveau. Donc voilà, vous avez mes coordonnées, donc digitalmode@defimode.org et voilà, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie de votre participation. Merci Diane, merci Yann. Merci Élise et au défi pour nous accompagner dans cet événement. Élise, est-ce que tu veux rajouter un petit truc, notamment concernant le replay et le partage de la présentation? Oui, merci aussi à tous. Le replay sera envoyé à toutes les personnes inscrites, ainsi que la présentation. Donc, d'ici, je pense, une semaine maximum. Voilà. Parfait. Je vous propose, Diane, Yann, Élise, voilà, que l'on se retrouve après pour faire un petit débrief. En attendant, voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Commencez un peu à réfléchir à voilà, aux protections, aux démarches que vous pouvez mettre en place pour protéger votre organisation. Et puis voilà. Et puis bonne Et à la continuation. prochaine fois. Bonne prochaine Oui. fois. Merci à tous. Merci à Nathalie et à Pascal pour leur petit mot sympa en fin de présentation. Vous l'avez compris, ça va être aussi une idée de faire une communauté. Donc, on pourra aussi partager des expériences sympas ou moins sympas, comme une cyberattaque. Donc, voilà. Et notre enjeu, ça va être d'être le plus proche possible de vous. Et puis aussi, vous vous dites, on n'est pas isolé. Si à un moment, il y a un pépin, on est à votre dispo pour vous aider sur ces sujets. Vous l'avez vu, on va vous envoyer des listes d'outils, mais on a préféré travailler un peu sur les éléments de pédago, de structuration d'une réponse, parce que comme on le sait souvent, il ne faut pas se laisser hypnotiser par le logiciel ou l'ordinateur, il faut savoir pourquoi on fait les trucs, et c'est le meilleur moyen de passer à côté des problèmes. Et je vous le rappelle, la meilleure des cybersécurités, c'est la sauvegarde, et la sauvegarde déconnectée du réseau. Voilà. Allez, un grand merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.